Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, là, ça s'appelle l'écho d'Evelyne, fait que dans le fond, c'est moi Evelyne. Moi, j'appelle Evelyne Romalgat. Puis pour la prochaine heure, dans le fond, je vais parler de l'écho d'un peuple un peu, parler de mon expérience avec l'écho d'un peuple. Puis surtout, on va visionner ensemble l'épisode 1 de la série web qui s'appelle Le Nouveau Monde de Champlain. L'épisode 1 s'appelle La naissance d'un rêve. Alors, c'est super bon. Puis l'affaire qui est drôle, c'est que j'ai joué dans ce documentaire-là. Alors, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été choisie pour parler de l'écho d'un peuple et tout, parce que c'est ça, depuis que je suis jeune, je suis dans l'écho d'un peuple. Puis dans le documentaire, vous allez voir, si vous me voyez, là, je suis là, j'ai pas encore de lunettes, là, j'étais vraiment jeune, j'ai 11 ans. Fait que vous allez pouvoir voir ça avec moi. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, j'ai le live à côté de moi, fait que je peux répondre à vos questions. Il y a William qui me dit bonjour. Alors bonjour William. Il y a ma mère qui écoute aussi. Alors bonjour maman. Colin, j'ai déjà un fanbase, tu vois, William et ma mère. Alors ça part bien. Fait que si vous avez des questions, dites-moi là. Si vous m'écoutez puis vous êtes des jeunes du primaire ou du secondaire qui écoutez ça à la place de faire leur cours d'histoire en ce moment parce que les écoles sont fermées, ben ça me rend bien heureuse de pouvoir vous permettre de continuer à apprendre par rapport à l'histoire. Puis si vous avez des questions, allez-y. Fait que premièrement, ben juste dire je suis qui. J'ai 18 ans. Je viens de Lorignal, en Ontario. Puis c'est ça, je vais vous expliquer un peu mon parcours avec l'écho d'un peuple. Je fais aussi de l'improvisation. J'ai fait le concours LOL. J'ai fait plein de choses, la FESFO puis tout. Regardez, même mon nom qui apparaît avec mon village. C'est trop cool. Ça, c'est la magie de la technologie. Yes. Et dans le fond, ils m'ont demandé de parler de l'écho d'un peuple, fait que je vais faire ça tous les mardis à 13h. C'est vraiment un honneur pour moi parce que l'écho d'un peuple, je les porte dans mon cœur, là. C'est vraiment, ça fait longtemps que je suis avec eux puis j'aime vraiment l'écho d'un peuple. Alors voilà. Puis ben pour vous parler un peu de l'écho d'un peuple, parce que je sais qu'il y en a quelques personnes qui écoutent les lives qui sont des gens qui viennent du Québec. Hier, il y avait quelqu'un de Vancouver, fait que c'est vraiment cool. Fait que si vous avez aucune idée c'est quoi l'écho d'un peuple, je vais juste faire un petit résumé dans le fond. C'est une troupe de théâtre en même temps qui ont fait un gros spectacle qui est assez connu qui s'appelait le méga spectacle de l'écho d'un peuple qui était de 2004 à 2008. Là, j'ai même mes statistiques pour faire sûr de dire les bonnes choses. Donc, de 2004 à 2008, il y avait un gros spectacle à la ferme Drouin. Ça, c'est en Est ontarien, c'est dans le coin de Castlemaine. Puis, ils ont fait ça, puis ensuite de ça, quand le méga spectacle est arrêté, ils ont fait des spectacles dans les écoles. Ils font encore des spectacles dans les écoles, pas à l'instant avec le coronavirus, mais oui, il y avait des spectacles dans les écoles. Ils faisaient des camps aussi l'été pour les jeunes. Ils font plein de choses par rapport surtout à l'histoire du Canada, l'histoire des Franco-Ontariens, l'histoire des Autochtones, des Métis. Fait que c'est vraiment ça, je pense, la mission principale de l'écho d'un peuple, c'est de faire découvrir notre histoire, puis que les jeunes sachent un peu de où on vient, pourquoi on est ici, c'est qui était là avant nous, tu sais, c'est les Autochtones qui étaient au Canada avant nous, fait que c'est quelque chose qui est important à dire. Et vous voyez comment tout va dans tout, je fais des liens. Alors, je tiens à dire aussi merci, puis reconnaître qu'on est sur les territoires autochtones en ce moment. Alors, merci beaucoup, puis on est chanceux d'être dans une place aussi belle. Le Canada, c'est vraiment beau. Puis genre là, en ce moment, par la fenêtre, moi, je vois la rivière des Outaouais. Fait que dans l'épisode, on en parle de la rivière des Outaouais, puis du fait que ça appartenait aux Autochtones, puis tout. Alors, faut juste pas oublier que ici, ça appartient aux Autochtones en premier. Ils étaient là avant nous. Alors voilà, tu vois, j'ai fait ma petite plaque de reconnaissance autochtone, ça c'est fait. Je suis bien heureuse. Et aussi, ben, en parlant de moi, ben dans le fond, une chose qui fait que aussi que je crois que je peux bien parler de l'écho d'un peuple puis tout, c'est que moi-même je suis métisse. Alors ça c'est une bonne histoire. Peut-être je pourrais la raconter, mais ouais, dans le fond je vais la raconter, j'ai le temps aujourd'hui. Parce que les autres fois je vais avoir un invité, fait que je pourrais poser des questions à l'invité. Mais là aujourd'hui je me fais ma propre entrevue. Fait que dans le fond c'est quand même cool comme histoire dans un sens. C'est que ma mère, elle a jamais su, ma mère qui écoute le live en ce moment et qui dit vive l'écho. Merci maman. Ma mère, il y a pas longtemps, genre quand j'étais en septième année, huitième année, elle a fait des recherches dans la table généalogique. Parce que depuis longtemps, ma mère, premièrement, tu sais, on a les cheveux bruns, on a vraiment plus le teint foncé dans la famille puis tout. Alors, elle avait une petite idée qu'on était sûrement métis, mais personne n'en parlait. Puis c'est quelque chose qui était vraiment tabou. Puis le problème aussi, je crois que c'est y a beaucoup de familles qui sont comme ça parce qu'à cause des pensionnats autochtones, qui est un autre sujet dont on pourrait parler dans un autre épisode, je pourrais même vous suggérer des bons livres par rapport à ça puis tout. L'écho d'un peuple en parle aussi beaucoup des pensionnats pour les pensionnats autochtones. Alors on en parlera beaucoup, mais à cause des pensionnats, ça crée beaucoup de honte chez les familles autochtones. Puis c'est ça qui est arrivé avec ma famille, fait qu'ils ont juste arrêté de vivre leur culture, ils ont arrêté d'en parler à leurs enfants puis tout, fait que ça s'est comme perdu à travers le fil des années. Fait que dans ma famille, personne ne savait qu'il y avait des autochtones, c'était comme caché, c'était vraiment un tabou, c'est vraiment triste. Puis dans le fond, ma mère, personne lui avait dit, elle demandait des questions à ses parents, puis personne lui en parlait vraiment de ça. Fait qu'elle a décidé elle-même, il y a comme 5 ans, de faire des recherches pour voir si on était autochtone, si on avait des racines métisses. Puis finalement, oui.
Fait que moi, ça m'a vraiment rendue heureuse de pouvoir savoir ça, parce que premièrement, je trouve que quand tu sais de où tu viens, quand tu sais tes racines, c'est beaucoup plus facile de comprendre des choses, tu sais, tu peux te dire, OK, ouais, moi, je viens de là, c'est ça l'histoire des générations avant moi. Fait que moi, quand j'ai cette nouvelle-là, j'étais vraiment heureuse de le savoir. Puis ça faisait comme encore plus de liens de pourquoi ça m'intéressait autant l'histoire, comme pourquoi ça m'intéressait autant l'écho d'un peuple, les chants autochtones, puis tout ça. J'étais comme, OK, là, tout marche, vous comprenez? Alors, dans le fond, on a découvert que dans ma famille, on a des gens qui sont Micmac, Huron, fait que Huron-Wendat et Algonquin, Anishinaabe. Alors, dans le fond, j'ai trois peuples à l'intérieur de moi que je porte avec moi, que à tous les jours, j'essaie d'utiliser un peu qu'est-ce que ces gens-là, comment ils vivaient, puis tout, d'être proche de la nature, puis tout ça. Puis je crois que je le réussis bien. C'est peut-être aussi pour ça que je m'occupe de la partie plein air, parce que j'aime vraiment ça être dehors. Fait que c'est un héritage que j'ai, que je suis vraiment heureuse d'avoir. Puis je trouve que ça avait beaucoup de lien avec l'écho d'un peuple. Alors, je pense aussi que c'est peut-être pour ça que j'ai été choisie. Alors voilà. Puis pour l'écho d'un peuple, dans le fond, j'ai une statistique vraiment cool. Il y a eu en tout, là, dans toutes les années de l'écho d'un peuple, ça dit à partir des années 2000 qu'ils ont commencé à en parler puis tout, puis à partir du méga spectacle en 2004, c'est un gros chiffre, là. Il y a eu 32 000 comédiens bénévoles et artistes dans l'écho d'un peuple. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Fait que c'est vraiment fou. Bravo à l'écho d'un peuple d'avoir autant d'artistes. C'est tous des gens bénévoles, surtout qui étaient dans les spectacles, comme moi, comme ma famille au complet. Ma mère était dedans, ma sœur, mon autre sœur, moi. J'ai plein d'amis que je me suis fait qui ont fait les spectacles de l'Écho de Peuple avec moi. J'ai mon amie Mylène Levert. Je vais sûrement faire une entrevue avec elle dans les prochains épisodes parce que elle aussi était dans l'Écho de Peuple quand elle avait 4 ans. Fait que c'est vraiment drôle. Puis on s'est retrouvés au secondaire dans des activités d'impro. On s'est rendu compte que les deux, on était amis à l'Écho d'un peuple quand on était jeunes. Fait que c'est vraiment cool. Puis aussi, il y a eu un total en tout de environ là, 350 000 spectateurs partout, genre en Ontario, ils ont fait des spectacles au Québec, puis au Nunavut, fait que c'est vraiment un gros spectacle pour un peuple, ça a été vu par pas mal beaucoup de monde, c'est vraiment cool. Puis ils ont fait des mini-échos dans les écoles, même moi à mon école primaire à Saint-Jean-Baptiste, à L'Orignal, ils étaient venus, je m'en rappelle, puis ils ont fait environ 350 écoles en Ontario, c'est vraiment bien. Et là, ben, je peux faire un lien aussi pour remercier si l'écho de peuple peut fonctionner, si l'écho de peuple peut être dans les écoles, puis promouvoir la culture franco-ontarienne, la culture autochtone, puis tout ça. C'est vraiment grâce aux commanditaires, grâce aux gens qui travaillent avec eux, qui leur font confiance. Fait que ça, c'est les conseils scolaires, surtout le conseil scolaire catholique, fait que conseil scolaire CSD-CO, qui ont beaucoup travaillé avec l'Écho de peuple, qui sont un des commanditaires, et aussi le ministère de l'Éducation qui permet que tout ça se passe. Si je vous parle, c'est vraiment grâce à ces gens-là, c'est grâce au conseil scolaire, au ministère de l'Éducation. Donc, merci beaucoup de me donner la chance de vous parler aujourd'hui. Alors voilà. Puis, dans le fond, j'ai des petites photos. C'est mon petit moment très cool. J'ai trouvé des photos de moi un peu partout chez moi. Alors, voici une photo de moi. C'est une belle photo. Alors, je fais peace à cause que moi, quand j'avais 4 ans, j'étais cool. Alors, voici une photo. C'était pendant le méga spectacle, dans le fond. Ça, c'est une autre photo du méga spectacle. Et là, c'est vraiment cute. Genre, toute ma famille est là. Fait que c'est vraiment une belle photo. Moi, je suis la petite fille qui est debout, qui est à côté sur une grand-mère. Ça, c'est ma grand-mère, pour vrai, c'est Martine. Alors, ma grand-mère était dans le spectacle avec moi. J'ai vraiment l'air fatiguée parce que les spectacles, c'était tard le soir. Je me rappelle, on revenait en auto, là, des fois, genre 1 heure du matin. Puis ma mère est quand même vraiment cool d'avoir amené ses 3 filles super jeunes à des spectacles pour jouer dans les spectacles, revenir tard puis recommencer. Alors voilà. Puis il y a aussi ma mère dans la photo. Il y a ma cousine Mélina. Il y a mes 2 sœurs, fait que c'est vraiment une affaire familiale, l'écho d'un peuple, c'est ça qui est bien. Puis aussi, là, j'ai des photos de plus tard, fait que vous allez voir mon évolution en plus de ça, parce que par la suite, j'ai fait des spectacles dans les écoles, des témoignages, des choses comme ça. Fait que ça, c'est... J'adore cette photo parce que le monsieur en arrière, sa face me fait tellement rire. Il est super gentil, ce monsieur-là, en plus, mais sa face me fait vraiment rire. Et oui, ça, c'est un spectacle ça a eu lieu, ça fait pas tant longtemps, je crois que j'étais en 11e année. On l'a fait au Shakeman, on l'a fait à la salle optimiste à Rockland. C'est le même spectacle, dans le fond. Je faisais un témoignage pour parler de mes racines, puis du fait que j'ai découvert que j'étais métisse. Fait que c'était vraiment un beau spectacle. Puis je crois que j'ai une dernière photo, que ça, c'est une photo, ah, voilà. Ça, c'est toutes mes gens de l'écho d'un peuple que j'aime beaucoup, que j'ai porte dans mon cœur. Il y a plein de monde super cool là-dedans. Puis ça, c'est à Penetangwishin. Alors, j'ai eu la chance d'aller 2 fois à Penetangwishin avec l'écho d'un peuple pour aller faire le camp culturel de l'écho, pour aller
animé aussi. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Fait que l'écho de peuple, c'est pas juste un spectacle, c'est vraiment l'idée de faire qu'il y ait plein de jeunes ensemble qui participent à un spectacle, mais qu'en même temps que tu rencontres des jeunes de l'Ontario, que tu découvres des choses par rapport à la culture, par rapport aux franco-ontariens. T'as la chance d'apprendre plein de choses, t'as des activités, t'as des formations, plein de choses comme ça. Tu sais, il y a plein de danses autochtones, de chants autochtones que j'ai appris grâce à des gens, des artistes autochtones qui ont pris le temps de venir nous voir, venir nous parler de leur culture. Fait que c'est vraiment ça le but de l'écho d'un peuple. Puis je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Alors là, je tiens à dire bonjour. Là, il y a Félix Saint-Denis qui écoute. Félix, c'est grâce à lui que tout ça se passe en ce moment. C'est le directeur artistique de l'écho d'un peuple. Dans un des prochains épisodes, j'aurais vraiment ça faire une entrevue avec lui. C'est lui qui a eu l'idée du titre L'écho d'Evelyne. Fait que, tu vois, Félix Saint-Denis, il a des vraiment bonnes idées dans la vie. Alors voilà, il est là. Il y a aussi Janie Lalonde qui m'écoute. Il y a aussi Janie qui m'écoute. Alors bonjour Janie, une de mes amies de secondaire. Alors, il y a Lisa Berthier qui est en Nouvelle-Écosse. Wow! Ben bonjour Lisa, c'est vraiment cool de nous écouter. Et ben dans le fond, on va y aller, je pense, avec l'épisode. Alors là, juste pour vous introduire un peu l'épisode, ok, c'est vraiment le début de l'histoire. C'est dans le fond la série, ça passe à travers Samuel Le Champlain, comment il a découvert le Canada, comment ça s'est passé, ses relations avec les autochtones, puis tout ça. Fait que le premier épisode, c'est vraiment pour mettre ça sur la table, nous faire découvrir vraiment c'est qui ce personnage-là, Samuel Le Champlain. On en a tout entendu parler, mais je sais pas si tout le monde le connaît vraiment bien. Fait que là, c'est le temps d'apprendre à le connaître. On va voir des vraiment belles images d'un peu partout. J'ai nommé quelques villages où on parle de ces villages-là. Puis c'est tous des villages ontariens qu'on reconnaît. Il y a Rockland, Chutablondeau, Plantagenet, Castleman. On parle aussi de Pembroke. On parle de Pétanque-Gouchine. Aussi, on parle d'Ottawa. Il y a beaucoup de scènes filmées à Ottawa ou dans la ville de Québec. On parle de Tadoussac. Fait qu'on parle de plein de places. Vraiment, c'est cool parce que c'est vraiment notre histoire à nous. Fait que j'espère que vous allez écouter ça puis vous dire « Ah, wow, j'apprends quelque chose » ou ah, je savais ça, mais là, je vois en image vraiment ces choses-là. Fait que c'est vraiment un concept très intéressant. Alors, je vais vous laisser avec la vidéo, puis à la fin, je vais faire une petite conclusion. Je vais pouvoir répondre à des questions si vous en avez. Pensez-y, là, si vous avez des questions par rapport à l'écho d'un peuple, comment ça s'est passé, des expériences, anecdotes. J'ai tellement d'anecdotes de l'écho d'un peuple à vous dire. J'ai l'impression que je parle un peu trop. Fait qu'on va mettre la série, puis à la fin, je pourrais vous raconter des anecdotes. Alors, bonne écoute, have fun, faites-vous un petit bol de popcorn ou un peu de café, et écoutez ça. À tantôt! Miigwech, Kichisipi Anishinaabe, Ho. La Kichisipi, la grande rivière. De nos jours, plus d'1 million de gens habitent les rives de ce magnifique cours d'eau qui prend sa source au-delà du Témiscamingue. La Kichisipi a joué un rôle majeur dans notre histoire et les Français lui ont donné un surnom bien curieux, la rivière des Outaouais. Si vous saviez... Nos amis les Outaouais n'ont jamais vécu ici dans cette région qui porte pourtant leur nom. Le territoire d'origine des Outaouais, c'est la région de Sault-Sainte-Marie, à 800 km d'Ottawa. Que l'écho le propage avec fierté, ici, on habite sur les rives de la Kichisipi. C'est la grande rivière de mon peuple algonquin, les Anishinaabe de notre vrai nom. Anishinaabe, ça veut dire les vraies personnes. Voilà plus de 400 ans, c'est mon peuple qui a guidé, qui a accueilli à bras ouverts, qui a nourri, guéri et même sauvé les premiers Français qui sont aventurés par ici. Je me nomme Julie et depuis que je suis toute petite, ma Coco Manae, ou ben ma grand-mère comme vous dites, elle m'a conté toutes sortes d'histoires à propos de plein de personnages qui ont voyagé sur notre grande rivière. Elle me parle souvent des rapides qui bouillonnaient juste derrière chez elle, le fameux Lonceau.
Juste de l'autre côté de la rivière, mon grand-père Yves, qui est un passionné d'histoire, me répète depuis toujours qu'un marchand de fourrure nommé Blondeau se serait noyé dans une chute. D'où le nom de son village, Chute à Blondeau. Tous deux m'ont aussi appris qu'il y a eu ici même une grande bataille où 17 mousquetaires français et des centaines de guerriers autochtones sont morts parce que leur chef n'avait pas réussi à se comprendre. C'est le triste combat du Lonceau. Aujourd'hui, tout le Lonceau est disparu sous l'eau à cause du barrage hydroélectrique de Carillon qui a fait monter l'eau de la rivière. On serait porté à croire que notre propre histoire y a été engloutie, même oubliée. Kwekwe, bienvenue chez nous, les Anishinaabe. Bienvenue au royaume des gens vrais. Moi, je m'appelle Kundera. Dans ma famille, on est Acadiens puis Canadiens-Français du côté de ma mère, puis Africains du côté de mon père. Ma mère a même inventé des recettes de fricots foufou puis des beignets au sirop d'érable que mon père a vendus à son café à Ottawa. Depuis que je suis haut comme 3 pommes, mon grand-père Bernard, il me fait rêver avec ses dessins puis ses peintures. Il vit à Rockland, pas loin de chez nous. Son atelier, c'est mon endroit préféré. C'est là que mon pépère Bernard m'a raconté 1001 histoires qui se sont passées sur notre grande rivière, la Kitchissippi. Il aime toujours nous raconter son histoire préférée, celle d'un grand explorateur qui adorait lui aussi dessiner. C'est l'histoire d'un homme de France qui, voilà 400 ans, a semé ici un rêve immense. Et depuis, notre belle langue française résonne dans des milliers et des milliers de foyers de la région qui abritent des familles de toutes les origines, comme la mienne. En plus de ça, des millions de gens parlent français partout en Amérique, grâce à son influence. Ce grand visionnaire dont on ne connaît même pas le vrai visage, c'est Samuel de Champlain. On dit que Champlain était un explorateur déterminé, un jardinier passionné, un cartographe doué, un diplomate habile, un capitaine au cœur loyal, un colonisateur entêté, un mari et un père adoptif aimant, un soldat fidèle, un écrivain passionné et un artiste qui aimait redessiner le monde. Mais qui est donc cet homme que plusieurs considèrent comme le plus grand fondateur du Canada? Personne ne sait vraiment à qui il pouvait ressembler. Mon grand-père m'a appris que le portrait de Champlain que nous connaissons a été inventé. C'est peut-être mieux comme ça. On peut toutes et tous l'imaginer comme bon nous semble. Voici son histoire Et la nôtre! Notre histoire commence à Brouage, en France. C'est là que le petit Samuel grandit, bercé par les flots de l'océan. Ce gamin est fasciné par les récits des marins qui parlent des merveilles et des richesses du Nouveau Monde. Samuel, c'est le fils du capitaine Antoine Champlain, et comme son père, il a soif d'aventure. La nuit, il rêve de traverser la Grande Bleue, d'explorer le nouveau continent et de rencontrer tous les peuples indigènes qui habitent au-delà de l'océan. Le jour, les yeux bien ouverts, il en rêve encore plus fort. Devenu jeune homme, Samuel a connu l'horreur du champ de bataille. Il s'est fait soldat dans l'armée de son bon roi Henri IV. Il a vécu au front les ravages des guerres de religion. Son service dans l'armée terminé, Samuel décide d'aller rejoindre son oncle, un capitaine qui vend les services de son navire aux Espagnols. Il a hâte de monter avec lui sur son vaisseau et de se rendre jusqu'aux Antilles. Samuel verra enfin le Nouveau Monde. C'est en Guadeloupe que Samuel rencontre pour la première fois des indigènes. Il découvre aux Antilles un univers fascinant, tout à fait différent de celui de l'Europe. Il admire une nature généreuse qui déborde de fruits inconnus. Il trouve plein d'arbres et de plantes exotiques, ainsi que des oiseaux aux couleurs resplendissantes.
Il est séduit par ses odeurs, ces sons qu'il n'a jamais entendus auparavant. Samuel prend plaisir également à observer toutes sortes d'animaux qu'il n'aurait jamais même osé imaginer dans ses rêves les plus fous. Il y a même certaines créatures monstrueuses qui semblent sortir tout droit de l'enfer. Notre jeune curieux noircit son journal de notes et dessins pour tenter de capter l'esprit de ce nouveau monde. Dans la jungle, Champlain découvre aussi d'anciennes cités oubliées et qui servaient autrefois de lieux de culte et de carrefours commerciaux. Certaines ont des temples aussi impressionnants que les pyramides d'Égypte, dont il a certainement vu les gravures. Mais ce qui étonne, c'est que ces cités ont été abandonnées ou encore pillées et détruites par les envahisseurs espagnols. Samuel a la chance de visiter Mexico, dont il admire l'organisation de la ville. Et là où l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud se touchent presque du bout des doigts, Champlain admire la fameuse mer Vermeille, l'océan Pacifique. Visionnaire, il suggère aux autorités la construction d'un canal. Plus de 300 ans plus tard, on inaugure ce canal à Panama. Mais pendant son voyage de 2 ans aux Antilles et au golfe du Mexique, Samuel a compris l'effet dévastateur de l'exploitation sur un peuple. Il a constaté avec horreur les mauvais traitements que les conquistadors espagnols faisaient subir aux indigènes depuis plus de 100 ans. Ceux-ci ne cherchaient qu'à se défendre. Samuel se dit bouleversé, dégoûté et désemparé par cette guerre, les pendaisons, les fusillades, les tortures et autres atrocités. Mon père, lui aussi, a connu la violence de la guerre quand il était jeune homme en Afrique. C'est pour ça que ça en est venu vivre ici au Canada, pour essayer de s'y créer une nouvelle vie. Au même âge que mon père avait lorsqu'il a vécu ce choc, Samuel est bouleversé. Il commence à rêver d'un monde nouveau, d'un paradis en Amérique où régnerait la tolérance, le pardon, une amitié fidèle et sincère avec les Autochtones, ainsi que la confiance en la nature humaine aux gens vrais. Champlain explore aussi la Floride, et c'est là qu'il rêve de bâtir un beau pays tout neuf, la Nouvelle-France. Or, il était loin de se douter que c'est la mode au chapeau en feutre de castor qui allait changer le cours de son histoire personnelle et la nôtre. Notre Nouvelle-France ne sera pas fondée dans le sable chaud au pays des oranges, mais plutôt ici même, pour faire la traite des fourrures, au pays de la neige, de la glace et des queues de castor. En 1603, Samuel de Champlain explore le fleuve Saint-Laurent en compagnie de son mentor, le capitaine François Pont-Gravé. C'est lors de ce voyage que Samuel rencontre pour la première fois mon peuple Kichisipi-Anishinaabe, les Algonquins de la Grande Rivière. Mes ancêtres s'étaient rendus chez le chef Anadabijou à Tadoussac pour célébrer, avec nos amis Inuits et Malécites, une victoire contre leur ennemi commun, les Iroquois. Anadabijou, je l'imagine comme mon Mouchoum Gilles, un homme au grand cœur et toujours souriant. Lors de cette fête, les explorateurs français rencontrent notre grand Sagamo, Tessouat. Pendant que des Kichisipi-Anishinaabe dansent autour du feu, Champlain les observe et demande à un Malécite quel est leur nom. Le Malécite lui répond « Algonquin et la Comwek », ce qui veut dire « Les danseurs, ce sont nos alliés ». Croyant que c'était leur nom, Champlain surnommera mes ancêtres par erreur les Algonquins ou les Algonquins. Or, ils étaient bien des Anishinaabe, comme moi. Par la suite, mes ancêtres remonteront le fleuve en guidant leurs visiteurs français jusqu'au rapide près du Mont-Royal qui deviendra Montréal. En dessinant une carte, ils dévoilent à Champlain l'immensité de la Kichisipi, la rivière des Outaouais et nos peuples qui y habitent. Je vois souvent dans mes rêves une de mes ancêtres Anishinaabe qui vivait ici dans un wigwam juste avant l'arrivée de Champlain. Champlain écrira dans son journal qu'il trouve mon peuple sensible, intelligent, curieux, gai et travailleur. Pas surprenant,
Après tout, nous sommes de vraies personnes, des Anishinaabe. Mes ancêtres avaient expliqué à Champlain que la Kichisipi mène à des grands lacs, à des mines de cuivre et aussi à une fameuse mer du Nord à l'eau salée. Ils font allusion à ce qui va devenir la baie d'Hudson. À partir du moment où ils se sont rencontrés à Tadoussac, mes ancêtres ont ainsi créé une grande alliance avec les Français et leur ont donné la permission de revenir s'installer dans ces terres, de partager l'endroit où on habite sur le dos de la grande tortue. L'Amérique. Oh! À partir de 1604, c'est dans les Maritimes que Samuel de Champlain, alors cartographe pour le roi, participe avec le sieur Dugas de Mont à bâtir la première colonie française au pays, l'Acadie. Pépère Bernard est toujours fier de répéter, depuis que je suis tout petit, qu'avant de bâtir la belle ville de Québec, nos ancêtres français ont fondé l'Acadie. Les Français s'établissent tout d'abord à l'île Sainte-Croix, où ils passent un hiver épouvantable. Les vivres manquent, ils sont prisonniers par les glaces. La moitié des colons meurent du terrible scorbut. L'été suivant, les Français construisent l'habitation de Port-Royal dans l'actuelle Nouvelle-Écosse. On s'organise mieux. En compagnie du poète Lescarbot, Samuel commence à dessiner son paradis terrestre tant rêvé. Il se lie d'amitié avec les Autochtones, jardine la terre, assiste à la première pièce de théâtre et pour braver les hivers et le scorbut mortel, il fonde l'Ordre du Bon Temps. Ces premiers carnavals canadiens-français pur laine réunissaient des colonisateurs français comme Pont-Gravé, des gardes suisses et des chefs Micmac tels Membertou. En Acadie, on retrouve aussi des Noirs, tels le célèbre Mathieu de Costa, un interprète d'origine portugaise et africaine. Mon père m'a dit qu'il imaginait Mathieu de Costa comme moi, un fier héritier de différentes cultures, puis un gars qui adore faire la fête. Mon père m'a appris qu'il y a toujours eu des colons venus de l'Afrique depuis au moins 400 ans, ici au Canada. Plusieurs personnages noirs vont marquer l'histoire de la Nouvelle-France dès ses tout débuts. Par exemple, le petit Olivier Lejeune grandira parmi la première famille canadienne-française à Québec. À bon entendeur, salut! Tout allait pour le mieux à Port-Royal, mais voilà que le roi de France décide pour l'instant d'abandonner ce projet de colonie en Acadie. C'est le retour en France. Le sieur de Mont, que Pépère Bernard admire particulièrement, était le premier à rêver de fonder une Nouvelle-France. Or, de Mont est devenu malade et épuisé. C'est donc Samuel de Champlain qui prend la relève. Moi j'ai quitté mère et patrie pour me rendre ici, pour trouver une gloire et fortune dans ce nouveau pays. Sur le nom de Dieu, j'ai défié la Grande Bleue. Champlain revient au pays en 1608 avec son ami Pont-Gravé à bord d'un célèbre navire, le Don de Dieu. Champlain devient maintenant le principal porte-étendard fleur-d'Élysée et rêve d'un grand avenir pour la francophonie en Amérique. Il se rend au Cap-Diamant pour fonder ce qui deviendra le tremplin de toute l'histoire française en Amérique, la magnifique ville de Québec. Visionnaire, Samuel s'imagine une grande cité qui deviendra un port ouvert sur le monde et qui accueillera de nombreux explorateurs qui partageront sa passion des voyages. Il aurait souhaité nommer cette ville Ludovica, en l'honneur du roi Louis, mais il adopte plutôt le nom de Québec, puisque c'est ainsi que mes ancêtres Anishinaabe surnommaient l'endroit. Champlain voit en Québec un carrefour d'artistes qui, comme lui, tentent de redessiner le monde.
Il y voit une citadelle qui sera le rempart de la langue française au Nouveau Monde. Ce grand rêveur imagine aussi des milliers de gens venant fêter la chaleur de cette neuve France qui l'habite. Champlain y bâtira le château Saint-Louis, et non pas sans misère, c'est à partir de la colonie de Québec que son rêve d'une nouvelle France prendra racine au cours des prochaines générations. Surtout avec l'arrivée des fameuses filles du roi. À partir de 1663, ces jeunes femmes courageuses viendront prendre mari et pays. Elles donneront naissance à de grandes familles canadiennes-françaises. Parmi ces jeunes mères, on en retrouvera même qui sont d'origine allemande, hollandaise et brésilienne. Ce sont les filles du roi qui unifieront notre belle langue française ici, au Canada. Ô toi, nouvelle France! Moi, ma Coco Manae m'a conté que si, au fil des ans, mon peuple Anishinaabe a fait confiance aux Français, c'est que nos ancêtres voyaient en Champlain un homme courageux ainsi qu'un homme de parole. En 1609, Champlain tient une promesse qu'il avait faite à ses amis Kichisipi Anishinaabe, les Algonquins et ses amis Innu, les Montagnais, alors qu'il les avait rencontrés pour la première fois à Tadoussac. Il vient les appuyer avec les Hurons-Wendat dans leur guerre contre les Haudenosaunee. C'est le vrai nom des Iroquois. Haudenosaunee signifie « le peuple des maisons longues ». Champlain et ses alliés se rendent au pays des Haudenosaunee qui habitent tout le territoire au sud du lac Ontario. Champlain y trouve un lac tellement beau qu'il lui donne son nom. C'est le lac Champlain qu'on retrouve aux États-Unis. Au matin, c'est la bataille. Les Iroquois, qui sont les meilleurs guerriers de l'époque, accourent par centaines. Champlain sort du groupe vêtu de son armure étincelante. Pour les Iroquois, c'est comme si un extraterrestre venait d'apparaître. D'un seul coup d'arquebuse, Champlain abat 3 chefs et les Iroquois s'enfuient terrifiés. Pour les Iroquois, Champlain devient alors l'ennemi le plus redoutable, terrifiant et aussi puissant qu'un dieu. C'est un homme de fer armé d'un bâton du tonnerre. Quel dommage! Cette guerre-là, c'est Champlain lui-même qui va faire de l'amener aux côtés de ses alliés. Champlain n'avait même jamais vu les Iroquois, puis ceux-ci n'avaient jamais rien fait aux Français. Mais les Iroquois étaient les ennemis des ennemis autochtones de Champlain. Ce qui étonne, c'est que les Hurons-Wendat sont eux aussi des Iroquois qui, à cause de vieilles chicanes avec leurs frères de sang, s'étaient installés près d'un lac plus au nord, le lac des Hurons. Mon grand-père Yves a lu dans les livres d'histoire que si Champlain avait offert cette aide à ses amis autochtones dans cette guerre, c'était pour obtenir le droit d'explorer leur territoire. Mais en lisant le journal de Champlain, on comprend aussi qu'il souhaitait imposer la paix entre mes ancêtres autochtones. Champlain connaissait sans doute le proverbe latin « Si vis pacem, parabellum », ce qui signifie « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Mais quand même, ça n'a pas dû être évident pour l'artiste qui était Samuel, lui qui rêvait de créer un nouveau monde, un paradis sans violence. Que s'est-il passé dans la tête de Champlain pour que le soldat en lui prenne le dessus? Comme me l'a conté ma Coco Manae, auparavant, entre autochtones, c'était de la petite guerre, des combats corps à corps. Mais maintenant, avec son bâton du tonnerre, Champlain vient de changer les règles du jeu et de provoquer la rage chez les Iroquois. En effet, les conflits et les attaques se multiplieront pendant presque 100 ans. Heureusement, en 1701, guidé par la plume de l'aigle, on signera enfin le traité de la Grande Paix entre toutes les nations. À la fin de l'été 1609, suite à cette fameuse bataille, Champlain retourne en France. Il souhaite que dès le printemps suivant, mes ancêtres sauront respecter leurs promesses à leur tour, c'est-à-dire l'amener explorer le pays d'en haut, ce territoire au-delà des rapides de la Chine où il pourra enfin remonter notre grande rivière Kichisipi. Au printemps 1610,
Champlain est revenu au pays pour continuer à bâtir Québec et il se rend à l'embouchure du Richelieu pour appuyer ses alliés autochtones dans leur guerre contre les Iroquois. Cette fois-ci, il est blessé. Il a reçu une flèche dans l'oreille et le cou. Il se l'est enlevé lui-même. Champlain est fatigué et désabusé de la guerre. En plus, il doit retourner en France pour tenter de convaincre, encore une fois, l'administration du nouveau roi, le jeune Louis XIII, de l'aider avec son projet de coloniser cette fameuse Nouvelle-France. Mais avant de quitter pour la France, Champlain a confié une mission à Étienne Brûlé, un jeune Français qu'il surnommait « Mon garçon ». Étienne s'en est allé vivre en éclaireur parmi mes ancêtres Kichisipi Anishinaabe pour découvrir la route des rivières et leurs coutumes, et pour tisser avec eux de profonds liens d'amitié. C'est Iroquet, le chef des Algonquins Onon-Chataronon, qui a pris Étienne sous son aile alors qu'il n'est âgé que de 17 ans. Rendu en France, Samuel est songeur. Il doit épouser Hélène Boulay, la jeune fille d'un dignitaire à la cour du roi. En épousant Hélène, il pourra recevoir une dot, c'est-à-dire un montant d'argent et de l'aide du roi pour financer ses expéditions. Mais Samuel sait fort bien que la jeune promise n'a pas eu un mot à dire sur ce mariage qui a été imposé par ses parents. Or, Hélène est forte de caractère. Il peut même s'attendre au pire. Le père Bernard m'a aussi conté que, comme gage d'amitié aux Autochtones, Champlain avait ramené avec lui un Huron nommé Savignon pour visiter la France. Il ira même visiter le palais du roi. Savignon, qui n'a jamais vu des chevaux, sera très impressionné par le carrosse en or, tiré par des orignaux sans panache. Pendant ce temps-là, Étienne a passé l'été dans les wigwams de la famille d'Iroquet sur la rivière Nation, quelque part entre Plantagenet et Castleman. Puis, il est parti vivre pour le reste de sa vie dans les maisons longues de nos frères Wendat, au Grand Lac des Hurons, dans la région Penetanguishene. Je nous imagine, ma Kukumanaï et moi à cette époque. Animés par leur sagesse, nos grands-mères algonquines et huronnes ont chaleureusement accueilli Étienne comme leur propre fils. Étienne Brûlé est devenu le premier Européen à visiter les Grands Lacs et aussi, sans le savoir, le premier Franco-Ontarien. L'année suivante, 2 autres Français viendront hiverner avec nos ancêtres sur la Kichisipi. Le jeune Thomas Godefroy, Cabanroche et Iroquet, et c'est nul autre que le grand Sagamo Tessouat qui accueillera Nicolas de Vigneault à l'île aux Allumettes, près de Pembroke. Pour les Français, Étienne Brûlé peut incarner l'homme d'Ulysse fier, venu de France et qui prend racine au pays. Pour les Anishinaabe, son esprit ouvert à notre culture fait battre dans son cœur l'esprit du tri, cette fleur d'ici qui, comme nous, a toujours grandi en harmonie avec Mère la Terre au cœur de nos forêts. Pendant que le grand explorateur est en France pour voir ses affaires, c'est Étienne, son garçon adoptif, qui commence à réaliser son grand rêve. Un jour, Samuel de Champlain viendra visiter la grande région de la Kichisipi et le pays d'en haut. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Alors qu'on rêve d'une nouvelle France, lui grandit parmi les Hurons. Au Wendake, c'est l'espérance, maladie, conflits et passions. Étienne, au phare de sa jeunesse, crée un nouveau monde malgré lui. Célébrons dans toute son ivresse notre printemps en Huronie.
patrie bat dans nos veines et l'âme du lys habite nos cœurs. Depuis 400 hivers à peine brille l'été de toute notre chaleur, de toute notre chaleur. Autour des grands lacs, les arbres tombent, poussent chaumières, forts et colonies, même quand le ciel rougit et gronde, on s'accroche. I'm back! Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez aimé le premier épisode. Là, j'ai plein de choses à vous dire, fait que ça tombe bien parce que là, j'ai pris des notes, j'ai pensé à plein d'affaires. J'espère que vous avez aimé ça. Écrivez-moi dans les commentaires si c'est la première fois que vous écoutez le documentaire. Oh, it's back, la musique est de retour. Ouais, dites-moi si c'est la première fois que vous l'écoutez, puis comment vous avez trouvé ça, si vous avez appris des nouvelles choses. Moi, juste en le réécoutant, parce que je l'avais écouté quand j'étais jeune, quand c'était sorti en 2013. Puis là, je l'ai réécouté ce matin pour me remettre ça un peu en tête, puis je me suis rendu compte qu'il y a plein d'affaires que je réapprenais ou j'avais oublié, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis une des affaires, puis là, ma mère, elle a écrit aussi dans le chat, dans Facebook, elle a dit « de beaux souvenirs ». C'est tellement vrai. Genre, j'espère qu'il y a des gens qui écoutent en ce moment, qui ont participé ou qui ont vu l'écho d'un peuple, puis en écoutant ça, vous vous rappelez plein de choses de... Tu sais, c'est quelque chose de vraiment important pour les Franco-Ontariens, je trouve, l'écho d'un peuple. Puis moi, en tout cas, ça me rappelle tellement de souvenirs, juste entendre les chants puis tout ça. Genre, j'ai des frissons en écoutant les chants de l'écho d'un peuple, parce que ça me rappelle tellement de souvenirs de... Tu sais, toutes les trames sonores, on les entendait quand on était dans le spectacle, puis à genre 11 heures du soir, quand tu te promènes dans le bout avec ton habit puis tout ça, avec tes mocassins tout trempes parce qu'il y a de la boue sur le terrain de l'écho d'un peuple. Puis c'est ça qu'on entendait, fait que ça me rappelle tellement de souvenirs, c'est vraiment quelque chose de beau. Alors, si vous aussi, vous vous rappelez plein de choses de l'écho d'un peuple, écrivez-moi ça dans le chat, ça m'intéresse vraiment. Là, on a écouté l'épisode 1, j'espère que vous avez aimé ça. Dans le fond, moi, c'est ça, mon rôle dans la série, c'est que je joue Julie, qui est la personnage principale. Il y a Julie, puis il y a Kundera. Puis là, moi, je joue elle quand elle est jeune, fait que c'est comme mon petit rôle. Puis une petite anecdote de tournage avec l'écho d'un peuple, c'est que dans le fond, ça, tu sais, moi je parle jamais, fait que c'est vraiment tout est filmé mais sans son, fait qu'il faut quand même qu'on discute puis qu'on ait l'air de se parler dans la série. Fait que Félix Saint-Denis me disait, ben Evelyne, fais juste parler, tu sais, parle avec Anaé. Fait que là, ben tout le long dans le fond que c'est filmé, j'ai l'air de parler puis tout, mais on dit des niaiseries, genre si quelqu'un pouvait avoir accès à l'audio, ça serait magnifique. Ou si quelqu'un est capable de vraiment lire sur les lèvres et essayer de comprendre qu'est-ce que je dis, genre c'est magnifique parce que souvent on disait des blagues, on se racontait des anecdotes, on parlait de qu'est-ce qu'on avait fait en fin de semaine, genre c'est toutes des choses tellement pas rapport dont on parlait. Puis finalement, ben ça marche, personne ne se rend compte. La seule personne qui sait qu'est-ce qu'on dit, c'est Félix. Alors voilà. Puis parlant d'Anaé, dans le fond, c'est elle qui joue ma Koukoum, qui est ma grand-mère dans la série. Puis c'est vraiment quelqu'un qui est important pour moi. Puis là, j'ai vu qu'elle a commenté aussi il y a pas longtemps, genre sur une des publications de Félix pour dire qu'elle était super heureuse qu'on monte la série puis tout ça. Puis elle est super heureuse de me voir animer. Puis c'est vraiment quelqu'un d'important pour l'écho d'un peuple, surtout. C'est la première aînée de l'écho d'un peuple. C'est la première personne qui est venue donner son opinion, qui est venue donner son input par rapport à tout ce que l'écho d'un peuple faisait pour vraiment faire sûr qu'on fait les bonnes choses, qu'on montre vraiment bien la culture, parce qu'Anaé, elle est autochtone. Alors, c'est vraiment important pour l'écho d'un peuple d'avoir eu quelqu'un comme ça. Puis il y en a eu plusieurs autres aînés, plusieurs autres artistes autochtones qui ont pu venir vraiment nous montrer les vraies choses pour que dans la série, quand on voit des accessoires, quand on voit les habillements, quand on voit les décors, tout est vraiment réaliste, tout représente vraiment ce que c'était. Alors c'est vraiment bien. Puis Anaïs, c'est pas n'importe qui en plus, c'est une artiste visuelle. Tu sais, on le voit dans la série, ses peintures, elle est super bonne. Fait qu'elle fait beaucoup de peintures autochtones, beaucoup de peintures avec des animaux. C'est vraiment beau ce qu'elle fait. Alors il y a ça, c'est quelqu'un qui passe la culture autochtone. Puis c'est aussi une femme médecine. Alors Anaïs, je la porte vraiment dans mon cœur. Je pense aujourd'hui c'était comme un bon moment pour parler d'elle parce qu'elle est dans la série puis tout ça. Puis quelque chose qui est intéressant, puis c'est Félix qui m'en a parlé, que j'étais même pas au courant, j'ai appris ça aujourd'hui. Puis c'est quelque chose qui se relie un peu à ce que je disais en introduction aujourd'hui quand je parlais du fait que pendant longtemps, il y a eu beaucoup de honte par rapport au fait d'être autochtone, puis c'était quelque chose qui était difficile parce que les gens avaient beaucoup de préjugés par rapport aux autochtones. Ben par rapport à Anaé, sur Facebook par exemple, son nom c'est André Franqueur. Puis, Félix m'explique parce que j'ai demandé mais pourquoi est-ce que moi je la connais en tant qu'Anaé, mais sur Facebook c'est André, puis je sais qu'il y a des gens qui l'appellent André aussi. Puis, dans le fond, Félix m'expliquait que c'est parce que
ses parents lui ont donné son nom qui est Anaé, qui est son nom, qui est vraiment son vrai nom autochtone puis tout. Puis ils ont aussi donné le nom André. Comme ça, à l'école, n'importe où c'était des lieux publics, ils l'appelaient André. Fait que, mettons, à l'école, les gens l'appelaient André. Puis quand il était à la maison avec sa famille, ben, il était appelé Anaé. Puis c'est vraiment quelque chose qui est arrivé dans beaucoup de familles autochtones parce que les gens avaient tellement peur de vivre du racisme, de vivre des préjugés par rapport au fait qu'ils étaient autochtones, qu'ils se cachaient sous un autre nom. Ils voulaient vraiment pas que, parce que c'était vraiment, dans ces années-là, c'était vraiment pas quelque chose de bien vu. Alors, c'est vraiment quelque chose de triste, puis je trouve ça beau. Par contre, qu'Anaï, elle se réapproprie son nom, puis là, maintenant, moi, je la connais en tant qu'Anaï, puis tout ça. Mais pendant longtemps, c'était ça, puis il y a beaucoup de familles que c'est ça, qui donnaient des noms, qu'on appelait genre des noms de gouvernement, fait que c'est des noms un peu plus habituels dans des familles qui venaient de la France, des familles blanches. Alors, c'est tous des noms qu'on donnait pour pas se faire achaler à l'école, par exemple, pour pas qu'il y ait Anaï, quand elle était jeune, pour pas qu'elle se fasse achaler par rapport à son nom. Ben là, c'est par exemple dire qu'on va t'appeler André. Alors, c'est quelque chose de quand même triste, quelque chose d'intéressant, quelque chose dont on doit parler pour que cette chaîne-là soit arrêtée, pour qu'on puisse se réapproprier les noms autochtones, puis tout ça, qu'on soit fiers de cette culture-là, qui est vraiment une belle culture. Fait que, dans le fond, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau avec mon petit moment. Je sais pas si Anaï, elle serait intéressée à peut-être faire un live avec moi. Je sais pas à quel point ça lui tente de parler en avant de tout le monde, mais je vais lui demander ce soir, je vais la contacter pour faire sûr si elle aimerait ça, parce qu'il y a vraiment quelqu'un d'intéressant, elle a tellement de choses à dire, puis c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses. Genre, dans les tournages de l'Écho d'un peuple, je m'en souviens tellement bien d'avoir parlé avec elle de plein de choses. Tu sais, c'était un peu mon lien, Anaïs, c'était comme mon lien vers la culture de mes ancêtres, parce que ma mère a pas grandi avec cette culture-là, parce que personne lui en a parlé. Fait que c'était comme le lien que j'avais dans ce temps-là, quand j'avais 11 ans, de pouvoir essayer de comprendre un peu, OK, moi, je suis qui, puis de où je viens, de où ma famille vient. Fait qu'en parlant avec Anaïs, je découvrais plein de choses, des chants, des artistes, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment quelqu'un d'important pour moi dans l'Écho d'un peuple. Puis c'est comme un honneur d'avoir pu jouer avec Anaïs. Alors voilà. Aussi, j'ai une petite anecdote. Dans le fond, une fois, j'ai plein d'anecdotes, c'est ça qui est cool. Je pense que je vais en garder pour qu'à chaque épisode, j'ai une nouvelle anecdote à vous raconter par rapport à l'Écho d'un peuple. Une des anecdotes que j'ai, puis la raison pourquoi j'aimais ça faire l'Écho d'un peuple, OK? Vous allez rire parce que je suis quelqu'un de gourmande, OK? Puis, un des tournages pour la série documentaire, Félix, il vient me chercher chez moi en voiture. Puis là, il est comme, OK, ben, Evelyne, on va juste arrêter vite au Walmart. Il faut que j'achète des choses pour l'une des scènes. Moi, je suis comme, OK, parfait. Puis moi, j'avais 11 ans, fait que je suis pas payée pour faire le cours d'un peuple. C'est vraiment juste du bénévolat pour le fun, parce que j'adore ça. J'aime être devant une caméra. Fait que là, Félix, il m'amène dans l'allée des bonbons. Puis il me dit, Evelyne, tu peux prendre ce que tu veux. Puis ça m'a marqué. J'étais comme, wow! Fait qu'imagine la petite fille de 11 ans, super énervée, parce qu'elle s'en faire un tournage, puis elle peut manger des bonbons. Alors, c'est vraiment genre, c'est une belle anecdote de l'Écho d'un peuple, c'est que Félix, il était comme, prends ce que tu veux. Fait que je pense que j'avais pris des jujubes, genre. Puis là, je m'en allais, on s'en allait chez Anaï, puis je mangeais mes jujubes. Puis j'étais vraiment heureuse dans l'Écho d'un peuple à cause des jujubes. Alors, merci Félix de m'avoir acheté des bonbons. Un jour, je vais en acheter à ses enfants, comme ça, je vais comme retourner la monnaie à Félix. Il me paye en bonbons, c'est magnifique. Alors ça, c'est une autre petite anecdote. J'ai plein d'anecdotes, là. Il y en a une par rapport au méga spectacle auquel j'ai pensé pendant que j'écoutais tantôt. C'est que j'avais mes costumes, j'étais tellement petite. Tu sais, comme on l'a vu dans les photos, j'étais vraiment petite, j'avais 4 ans, là. Mes costumes étaient trop grands pour moi, fait qu'il fallait toutes les rouler. Fait que j'avais genre des jupes. Des fois, on jouait des rôles de filles du roi qui arrivaient au Canada. Fait que je jouais des enfants, des choses comme ça. Puis on avait des longues jupes, parce que c'était vraiment ça qu'ils portaient dans ce temps-là. Fait qu'on avait des longues jupes, mais moi, mes jupes étaient toutes trop longues, parce que j'étais tout petite, là. Ça avait même pas d'allure. Fait qu'il fallait que je roule mes jupes le plus possible. Genre, ça avait même pas d'allure. Mes mocassins étaient trop grands. Mais c'est vraiment, genre, des bons souvenirs que j'ai, des choses dont je vais me rappeler pas mal toute ma vie, là, parce que c'était vraiment juste une belle expérience. On rentrait toute trempe, parce qu'il pleuvait, c'était dehors, le spectacle. Des fois, il y avait des orages. Puis je me rappelle, une fois, il y avait il y avait beaucoup d'éclairs de chaleur. Fait que tu sais, c'est pas des vrais éclairs, pas dangereux, mais moi, j'avais 4 ans, fait que j'étais stressée au bout, puis je me rappelle, je pleurais parce que je voulais pas aller faire le spectacle parce qu'il y avait des éclairs, puis j'avais vraiment peur. Fait que je me rappelle de tous les gens qui étaient un peu plus vieux, tous les ados de l'Écho d'un peuple, qui étaient vraiment genre, ils s'occupaient de moi, là, ils venaient me voir, puis ils disaient ça va être correct, tout ça. Fait que c'est plein de beaux souvenirs que j'ai. J'en ai un, il y a Jean-François Desforges, on l'appelait Jeff. Lui, c'est ça, c'était un des ados, là, il a plus l'âge de ma sœur. Puis je me rappelle qu'il jouait toujours avec moi, puis il s'occupait de moi pour faire sûr que j'arrête d'avoir peur des éclairs. Fait que c'est plein de beaux petits souvenirs comme ça. Là, il y a plein de monde qui me commande des choses. Alors, je vais juste lire vite. Il y a Claudine qui dit que
c'est des bons souvenirs, puis être en gang, c'était vraiment le fun. Puis elle dit que c'est vrai tout ce qu'elle dit par rapport à Anaïs. Donc, voilà, j'ai la preuve que c'est vrai. Merci Claudine. Puis oui, c'est vrai que c'est des bons souvenirs. Là, tous les gens de l'écho d'un peuple, quand on recroise, ça je disais à François, ok, François le technicien, il a travaillé sur l'écho d'un peuple aussi. C'est ça qui est fou. Puis j'ai appris ça aujourd'hui. Parce qu'il me disait, ah ben ouais, genre il y avait un train dans l'écho d'un peuple. Il a dit ouais, c'est moi qui l'ai construit. Fait que tout le monde qui est franco-ontarien en Ontario a sûrement entendu parler ou a joué dans l'écho d'un peuple. Fait que c'est comme une grosse famille de gens qui ont qui ont aimé dans l'écho d'un peuple, qui ont des beaux souvenirs de l'écho d'un peuple. Fait que même François, le technicien, il était dans l'écho d'un peuple. Alors c'est vraiment cool. Puis Félix, Félix il dit pas de sucre à mes enfants. Bon ben, moi j'ai le droit de sucre, mais là maintenant ses enfants ils peuvent pas. Il y a deux petits gars, Félix. Puis hier on a fait une vidéo call, puis il était pas mal énervé. C'était vraiment drôle. Alors parfait. Fait que ça c'est mes petites anecdotes pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vais en garder d'autres pour les prochaines fois. Je vais pas toutes les dire aujourd'hui. Là, si vous avez des questions, allez-y, on a encore un petit peu de temps. Puis en attendant, je veux vraiment dire merci aux gens qui prennent la peine de venir écouter ça. Tu sais, prendre la peine d'écouter la série puis tout ça, c'est une façon aussi de s'ouvrir les yeux vers notre culture, vers notre passé. Puis là, c'est très cheesy qu'est-ce que je veux dire, mais c'est vrai que quand tu comprends ton passé, tu peux mieux avancer vers le futur. Wow! J'espère que ça va être dans un des highlights du réveil, ça, cette phrase-là. Là. Je mettrai une citation. C'est vrai, parce que quand tu comprends d'où tu viens, quand tu comprends les autres d'où ils viennent, c'est vraiment plus facile, puis tout ça, c'est plus facile de comprendre où on s'en va, de pas reproduire les erreurs du passé, des choses comme ça. Alors, c'est quelque chose une belle petite morale que j'ai à vous dire aujourd'hui. Puis, je tiens à dire merci surtout, je sais qu'il y a beaucoup de conseils scolaires qui ont repartagé le live aujourd'hui, qui ont donné l'information à leurs étudiants, parce que je pense que c'est un des meilleurs outils en ce moment qui existe pour faire comprendre l'histoire du Canada aux jeunes. C'est quelque chose qui est interactif, qui est le fun à regarder. Tu sais, regarder une série, ça passe rapidement, puis il y a des images, on peut... Tu sais, quand t'as un élève au primaire, c'est beaucoup plus intéressant d'écouter ça que des fois écouter un prof qui parle en avant de la classe. Des fois, un vidéo, c'est un peu plus le fun. Fait que si vous avez des enfants, ou vous connaissez des familles, envoyez-leur les liens, parlez-leur, tu sais, appelez-les. Allez pas les voir, c'est coronavirus, mais appelez-les ou envoyez-leur un message pour dire « Hey, mardi prochain à 13h, il va avoir l'épisode 2. » Vous pouvez leur envoyer l'épisode d'aujourd'hui pour qu'ils l'écoutent. Puis c'est vraiment une bonne façon pour que les jeunes soient premièrement intéressés par tout ça, puis que les jeunes, ils continuent un peu à apprendre parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'école. Fait que prenez le temps de faire ça. Fait que merci aux conseils scolaires qui ont repartagé, qui ont envoyé l'information. Si vous êtes un animateur culturel ou un enseignant qui écoute en ce moment, envoyez l'info. Allez-y, genre, ayez pas peur d'envoyer de l'info aux jeunes pour leur dire de venir écouter ça. Si t'es un jeune ou si vous avez des jeunes, puis Facebook, c'est pas tellement pour les jeunes, là. Même moi, j'utilise pas tant Facebook, fait que le réveil a une page Instagram, fait que vous pouvez diriger les jeunes que vous connaissez ou vos enfants vers le Instagram pour qu'ils aillent écouter les lives peut-être sur Instagram. Sinon, le réveil a aussi TikTok, mesdames et messieurs. Et à cause du réveil, il a fallu que je me crée un TikTok parce que j'avais réussi à ne pas m'en faire un encore. Mais là, c'est William qui m'a dit là, Evelyne, il va falloir que tu sois sur TikTok parce que on veut que tu commences à faire des vidéos TikTok. Fait que si t'as un TikTok, va t'abonner au TikTok du réveil parce que je vais sûrement faire des TikTok assez drôles. Fait que si vous avez des jeunes, ils peuvent aller là-dessus. Sinon, il y a l'application aussi du réveil en ce moment qui est juste disponible pour Apple, mais ça va être sur Android bientôt. Fait que ils peuvent même vous pouvez aller télécharger l'application, puis nos lives, ils sont sur l'application aussi. Il y a une section de chat où on peut parler. Si jamais il y a du monde qui pense à des nouvelles questions, allez-y. Moi, je vais répondre. Je regarde pas mal à tous les jours pour aller répondre aux commentaires des gens. Il y a même une petite icône vraiment cool que c'est l'icône Spotify. Alors, j'ai ma playlist Spotify. Alors, si tu vas sur l'application du réveil, tu vas sur mon compte, j'ai une petite playlist. Puis, c'est toutes mes chansons préférées parce que je suis vraiment une grande fan de musique francophone. Puis j'essaye un peu de détruire le fait que les gens en ce moment, surtout les jeunes, j'ai l'impression, franco-ontariens, c'est comme on s'est un peu fait pousser à écouter de la musique française quand on était au secondaire. En tout cas, moi, je sentais beaucoup que les gens nous poussaient à en écouter, fait que ça m'enlève un peu l'idée que c'est le fun, tu sais. Mais là, j'ai comme réapproprié le fait d'écouter de la musique en français, puis je le fais vraiment parce que j'aime ça. Genre, j'ai une passion pour la musique en français, je trouve ça cool de pouvoir écouter quelque chose, puis de comprendre toutes les paroles, puis c'est des paroles qui me touchent, qui c'est comme c'est près de moi, c'est le français, fait que c'est vraiment quelque chose de fun. J'ai vraiment des bonnes chansons, j'ai du bon gros rap. J'aime vraiment le rap, fait qu'il y a beaucoup de rap en français là-dedans. Va écouter ma playlist, pour vrai, c'est vraiment bon. Genre, je suis fière de moi, j'ai fait un bon mix de rap, de musique, tu sais, les 3 accords, de musique calme aussi, il y a du Pierre Lapointe, il y a plein de choses. Fait que va écouter ça si tu veux découvrir la nouvelle musique en français. Peut-être aussi vous faire écouter ça à vos enfants parce qu'il y a de la bonne musique.
il y a pas juste J'aime ta grand-mère en français. Il y a plein de chansons. Alors, ça vaut la peine. Là, je vais répondre aux commentaires. Il y a Claudine qui dit la première année, ce que je me rappelle, c'est qu'il nous expliquait qu'on allait avoir un bateau qui roule. C'est tellement vrai. Wow! Claudine, merci pour ce souvenir-là. Ok, c'est vrai, ok. C'est ça qui est beau avec les Kunapep, c'est qu'il y avait des grands rêves. Puis ils ont dit genre, ok, ouais, on va avoir un bateau. Puis tout le monde était comme, un bateau? Genre, on est sur un terrain extérieur dans un champ. Puis là, c'était comme, ouais, le bateau va rouler. Fait qu'il y a vraiment un bateau qui roulait pendant la pièce. Genre, pendant tout le spectacle, à un moment donné, il y a une scène où il y a un gros bateau sur roue qui passe, super bien fait en plus le bateau, genre bravo. Il y avait des gens dans le bateau qui jouaient des personnages. C'est comme ça, c'est fou. Il y a pas beaucoup je connais pas beaucoup de troupes de théâtre qui ont un bateau qui roule. Fait que je vais essayer de trouver une photo. Je vais demander à Félix de m'envoyer une photo. Puis la semaine prochaine, dans l'épisode, je vais montrer une photo du bateau parce que c'est impressionnant, là. C'est genre un gros bateau. Ça n'a même pas de bon sens. Comment ils ont fait ça? Je sais pas. Il y avait un gros bateau, il y avait un train. Il y avait une scène avec des huskies. Je m'en rappelle assez bien. Fait qu'il y avait plein d'accessoires, plein de choses vraiment hors de la norme pour une troupe de théâtre. Puis il y avait aussi, genre, pour ceux qui se rappellent de l'Écho de Peuple, là, le méga spectacle, fait qu'il y avait genre, c'était comme à l'extérieur pis tout, puis il y avait une genre de rivière, c'était comme une fausse rivière, ok? Puis premièrement, l'eau de cette rivière-là était vraiment pas tant propre parce que c'est une fausse rivière dans un champ, ok? Puis il fallait jouer. Oh my, ça, tu vois, ça c'est peut-être le seul souvenir négatif que j'ai de l'Écho d'un peuple. On se faisait lancer dans l'eau parce que là, d'une même, j'avoue que c'est putain le fun, mais c'était quand même vraiment le fun. Là, nous, on trouvait ça drôle parce que la scène des Raffman, puis il y a la scène de Jomo Ferrand qui prenait, c'était toujours genre un monsieur super drôle, puis tous les enfants, on était en ligne, habillés en Raffman, puis là, on se battait contre lui, puis tout ça. Puis nous, c'était comme un jeu, on se rendait pas compte. Comme moi, j'ai pas de souvenir de regarder la foule de l'Écho d'un peuple. On dirait, c'était comme jouer, c'était comme, ok, va-t'en là, puis va-t'en te battre avec le monsieur, puis jouer un Raffman. Fait que c'était juste, nous, on jouait, puis c'était le fun, mais dans le fond, il y avait du monde qui nous regardait. Puis le monsieur, dans le fond, à la fin de la scène, il nous prend chacun notre tour, puis il nous lance dans la rivière. Parce que c'est ça exactement qui est arrivé dans l'histoire, c'est ça qu'on sait de Jomo Ferrand, c'est ça, il s'est battu, puis là, il était super fort, puis là, il lançait le monde dans la rivière, puis tout ça. Fait que, on se fait tout lancer dans la rivière, puis je me rappelle vraiment bien de moi puis mes sœurs, puis mes cousins qui étaient dans l'écho de peuple, on était crampés, on rentrait après ça tout trempe parce qu'on s'était lancé dans l'eau. C'était c'est tellement drôle. Fait que c'est plein de petites affaires de même avec l'écho d'un peuple. Une autre anecdote magnifique. Oh, il y a aussi Claudine qui dit il y avait aussi des maisons qui flottent et un phare qui brûle et un phare qui tourne. C'est vrai, hein? C'est vrai, il y avait le phare, il tournait, il y avait du feu. C'est fou. Pour vrai, là, ce spectacle-là, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose, je pense, qui va rester dans l'imaginaire collectif. J'adore cette phrase-là, l'imaginaire collectif. Il va rester dans l'imaginaire collectif des gens parce que c'est pas n'importe quel spectacle qui ont toutes ces choses-là, là. William, il demande comment c'était apprendre le texte en latin à l'âge où tu avais enregistré l'audio. OK. Alors là, William, faut lire comme il faut parce qu'à la fin, quand c'est les credits à la fin, le générique, ça dit qui fait quoi. Moi, je parle pas du tout. C'est Geneviève Etier, qui est la femme de Félix. C'est elle qui fait ma voix. Fait que c'est même pas ma voix. Fait que c'est Geneviève qui parle en latin. Fait qu'il faudrait demander à Geneviève comment c'était apprendre le texte en latin. Fait que ouais, c'est Geneviève puis Félix qui font les deux voix des personnages principaux. Puis ils ont super bien fait ça. Fait que c'est pas moi. Parce que moi, à 11 ans, pas sûr que j'aurais pu apprendre du latin. Fait que voilà. Fait que je remercie tout le monde qui ont pris le temps d'écouter. Merci Claudine qui nous a rappelé des bons souvenirs. Pour vrai, merci beaucoup. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Je suis vraiment heureuse. Partagez ça. Revenez mardi prochain à 13h. Je rappelle aussi qu'il faut dire merci beaucoup au conseil scolaire, au CSDCO, au ministère de l'Éducation qui nous permettent de faire ça, qui pendant longtemps ils ont travaillé avec l'Écho d'un peuple. En ce moment, ce qui se passe, c'est que l'Écho d'un peuple était supposé de faire une tournée dans les écoles. Je crois que c'est au nord de l'Ontario. Puis, à cause du coronavirus, à cause du coronavirus, ça a été annulé à cause qu'il y a plus d'école, tout le monde est en quarantaine. Fait que l'Écho d'un peuple sont très intelligents. Félix c'est très intelligent. Il s'est retourné rapidement, puis il a dit, OK, il faut un plan B, il faut qu'on profite, puis qu'on utilise qu'est-ce qu'on a comme série web, qu'est-ce qu'on a en vidéo pour continuer ce qu'on allait faire dans les écoles, qui était de promouvoir la culture, de montrer ça aux jeunes, de commencer une conversation avec les jeunes par rapport à leurs ancêtres. Fait que, avec le réveil, on dit pourquoi pas faire des lives où on montre les vidéos et où Evelyne fait des blagues.
et où Evelyne raconte des anecdotes magnifiques et montre des photos d'elle quand elle était jeune. Alors, c'est vraiment pour ça que ça existe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est parce que c'est notre plan B pour continuer à faire ce qu'on faisait. C'était le but qui était d'aller dans les écoles, faire des spectacles. Alors, ça continue ici. Alors, profitez-en, venez voir ça, parlez à vos jeunes, parlez aux gens dans les écoles, aux enseignants, pour peut-être qu'ils envoient l'information à leurs jeunes, parce que c'est vraiment, ça remplace un peu qu'est-ce que les spectacles étaient supposés faire. Ça remplace les cours d'études sociales qui sont supposés se passer en ce moment. Alors voilà, je suis bien contente d'avoir été là aujourd'hui. Pour eux, c'est un honneur, les cours de PEP, je l'ai dit au début, ils sont dans mon cœur depuis longtemps. J'ai tellement de beaux souvenirs avec eux. J'ai grandi littéralement avec les cours d'un peuple. Alors, on se voit, je crois qu'il est 2 heures. Il est 2 heures exactement. Le timing parfait. Je suis quand même forte. Je tiens à dire merci à Félix Denis, directeur artistique de l'Écho d'un peuple, qui m'a permis de faire ça. Félix, dans la vie, il m'a permis de faire beaucoup de choses. Il m'a permis d'être dans le documentaire. Il m'a permis, là, de faire des lives. Il a parlé beaucoup de moi à beaucoup de monde. C'est vraiment grâce à lui que je fais plein de choses. Fait qu'il faut, j'ai dit merci. Tu sais, l'année passée, pendant 2 ans, j'ai fait des chroniques avec Unique FM. Puis c'est à cause de Félix Denis. Parce que je pense même pas que j'ai dit merci par rapport à ça, mais j'avais eu une chronique une fois parce que je parlais de l'Écho d'un peuple grâce à Félix Denis qui avait donné mon nom à Michel Picard, qui est l'animateur. Puis après, Michel Picard puis moi, on a parlé. Puis Michel Picard, il m'avait trouvé super intéressante. Fait qu'il a dit, veux-tu faire des chroniques tous les 2 semaines avec moi? Fait que pendant 2 ans, j'ai fait des chroniques à la radio à cause de l'Écho d'un peuple. Fait que le nombre de choses qui sont parties de l'Écho d'un peuple, pour vrai. Alors là, je le dis à la télé nationale. Merci, Félix. Merci beaucoup de me permettre de faire ça. Merci. Et merci beaucoup à William Burton qui a l'initiative de s'occuper du réveil, de créer tout ça, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors, on se voit mardi prochain, 13h. Et si jamais il y a des gens qui veulent me voir demain, j'ai un live à 7h, fait qu'à 19h le soir. Je fais un live très drôle où je vais cuisiner. Alors, je vais faire des tacos, mais juste sur de l'équipement de camping. C'est comme mon défi. La semaine passée, j'ai fait un live de Bob Ross. Là, cette fois-ci, je vais faire des tacos à l'extérieur avec mon petit poêle de camping. On va voir si ça marche. Ça devrait être très drôle. Alors voilà. Et on se voit mardi prochain. Bye bye tout le monde. Passez une excellente journée.